À l'époque, il n'y avait pas de réseau informatique. Il y avait des terminaux sur des ordinateurs, mais les ordinateurs ne communiquaient pas entre eux. Ces réseaux, comme ça n'existait pas, on a repris une partie des idées qui avaient été développées aux États-Unis, une partie seulement, hein, celle qui nous arrangeait. Alors ces idées, c'était de transférer des données par des quantités relativement faibles. On pourrait dire une manière d'illustrer ça, c'est de dire, si vous avez des kilos de sucre à transporter ou des tas de pierres, eh bien, au lieu de transporter ça dans un seul conteneur, on va les envoyer un par un. Comme ça pose beaucoup moins de problèmes pour le transport. Et puis après, on les remet ensemble. Voilà. Donc l'idée de transmettre des données, surtout à l'époque où les lignes de transmission n'étaient pas très performantes, eh bien, ça permettait de faire ça avec des machines relativement économiques, des petits ordinateurs. Ça permet de faire un réseau. Et puis, au départ et à l'arrivée de ces données, eh bien, on fait les couper en morceaux au départ et on les remet ensemble à l'arrivée. Voilà. C'est ça qu'on a appelé la commutation de paquets. Ce qu'on a inventé, nous, c'est la faculté de pouvoir transmettre des paquets sans jamais se soucier ni s'ils arrivaient à la destination, ni s'ils arrivaient dans le bon ordre. Alors ça, pour les télécoms, c'était absolument horrible. Faire des choses comme ça, c'était pas pensable. Parce que ce qu'on avait compris, nous, tout de suite, c'est qu'il n'y avait pas besoin de les mettre en ordre, puisque les ordinateurs de destinataires étaient assez malins pour le faire. Il n'y avait pas besoin de s'assurer que tous les paquets arrivaient, parce que les ordinateurs, encore, entre l'émetteur et le récepteur, étaient parfaitement capables de se parler en disant « mais il manque un morceau hein ». Donc ils étaient capables de dire « il nous manque des paquets » et on les retransmet. Ça permet de simplifier considérablement le réseau de transmission. Il n'a plus à s'occuper de ça du tout. Et tout le travail est rejeté sur les ordinateurs, émetteurs et récepteurs. C'est la technique qui a été reprise quelques années après par l'Internet. L'Internet, ce n'est pas la fiabilité, c'est la sécurité. Et à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est le problème majeur, c'est de dire comment est-ce qu'on peut sécuriser l'Internet. Alors ça, c'était bien encore de se dire on va y arriver, mais il y en a un qui est arrivé avant les autres, c'est la NSA, n'est-ce pas? Ils ont des données sur tout le monde, aussi bien économiques que personnelles. Et on pourrait dire actuellement que le personnage le plus puissant aux États-Unis, c'est pas Obama, c'est le général Alexander, qui connaît tout sur tout le monde, enfin, du moins qui peut connaître tout sur tout le monde, y compris la vie privée. C'est le directeur de la NSA, ce qui est assez, on pourrait dire, ce qui est assez dangereux d'avoir un personnage dans lequel il n'y a pratiquement pas de contre-pouvoir. Alors la révélation de M. Snowden, ça a tout changé parce que subitement, les gens ont pris ça au sérieux. Ils se sont aperçus qu'ils étaient espionnés partout. Mais les services spéciaux de tous les pays ne sont pas du tout pris au dépourvu. Il y a longtemps qu'ils coopèrent entre eux. Et c'est quand même une décision grave à prendre, et moi je l'admire, ce gars-là. Je l'admire, je ne l'aurais pas fait autant. Mais, en tout cas, pas à mon âge. Bon, enfin, toujours est-il que je pense que des gens comme ça, c'est bien que ça existe, heureusement que ça existe. Et on pourrait même dire que c'est fatal que ça existe. Parce que quand on vit dans un milieu qui est, on pourrait dire, qui est illégal à ce point-là, on se rend compte que tout ce qu'on fait, c'est en fait quelque chose qui a pour but de contraindre, de créer de rendre les gens beaucoup plus dépendants, esclaves des moyens de l'organisation de la société, normalement de la police, du gouvernement, etc. À un moment, on se dit, mais on ne peut pas vivre dans un monde comme ça. Il y a un moment des gens qui n'en veulent plus. Et ils sont prêts à se sacrifier pour. Donc plus il y aura de sécurité, ou pour dire de contraintes et de saisie d'informations sur les gens, plus il y aura de volontaires pour le raconter. Je m'appelle Jimmy Wales, je suis cofondateur de Wikipédia et le nouveau coprésident de The People's Operator. Tous les mois, 523 millions de personnes consultent Wikipédia pour trouver une information. C'est tellement énorme qu'on a du mal à concevoir un tel nombre.
Notre communauté compte entre 85 000 et 100 000 membres très actifs qui entretiennent le site, travaillent, rédigent des articles. C'est phénoménal. Nous constatons une croissance très soutenue de l'activité dans certaines langues de pays en développement et c'est formidable. En Afrique et dans le sud-est asiatique notamment, les gens sont de plus en plus nombreux à se connecter, à découvrir Wikipédia et à l'enrichir dans leur langue, ce qui est l'objectif depuis le début. Mon rôle au sein de la communauté est comparable à celui de la reine d'Angleterre. Autrement dit, je ne suis pas comme Henri VIII, je ne peux pas faire tomber des têtes. J'ai plutôt un rôle symbolique, avec certains pouvoirs théoriques au sein de la communauté. Au quotidien, je suis là pour faciliter le dialogue, pour encourager à la réflexion. C'est un rôle qui me plaît beaucoup. Nous vivons une époque très intéressante. Après les révélations d'Edward Snowden, toutes ces accusations d'espionnage à grande échelle, cela veut dire que pour la première fois depuis longtemps, les gens prennent vraiment au sérieux la sécurité et le cryptage des données. Et cela me semble une évolution salutaire. Un des revers possibles de toutes ces révélations, c'est que si des pays comme le Brésil, par exemple, envisagent de faire évoluer leur législation pour protéger leurs ressortissants des grandes oreilles de la NSA, et si, ce faisant, on en arrive à une balkanisation d'Internet, ce serait regrettable. Il y a des années que je défends l'ouverture et la liberté sur Internet. Au plan moral, je me trouvais en position de force quand je tentais de plaider auprès des Chinois l'abandon de la censure, de la mise sur écoute de tout un peuple. Et aujourd'hui, ils peuvent montrer du doigt certains pays occidentaux. Le Royaume-Uni s'engage de plus en plus vers un filtrage systématique. Donc, quand vous dites aux Chinois qu'ils ne devraient pas filtrer l'Internet, ils vous répondent « les Britanniques le font bien, eux ». Que voulez-vous répondre à cela? C'est difficile. Nous ne devrions pas avoir de telles pratiques, mais c'est ce qui se passe. Je crois donc que nous devons être extrêmement vigilants. Si nous voulons préserver la crédibilité de l'Occident sur ces questions morales, de droits de l'homme, nous devons être nous-mêmes irréprochables. Il faut y croire. Nous ne pouvons pas faire la morale à des dictateurs et nous comporter comme eux. Je crois que les Allemands sont particulièrement sensibles à ces questions, parce qu'ils se souviennent de la Stasi en Allemagne de l'Est. Et ils savent ce que cela veut dire quand un gouvernement, a priori bien intentionné, collecte des informations sur tout le monde et les contacts de chacun. Le danger est très grand. Et même si on se dit « oui, mais le gouvernement britannique ou l'administration américaine ou le gouvernement allemand d'aujourd'hui ne veulent pas faire un mauvais usage de ces informations », au fond, on sait qu'une fois qu'on dispose de ce genre de capacité, la tentation est très grande pour un autre gouvernement, un jour, de s'en servir de façon beaucoup moins anodine. Et les Allemands le comprennent, tandis que les Anglais et les Américains l'ont peut-être un peu oublié. Je crois que tous les services Internet devraient redoubler d'efforts pour faire en sorte que toutes nos communications soient encryptées de bout en bout par défaut, tout simplement. C'est la seule attitude responsable qui soit. Il ne s'agit pas seulement de la NSA, c'est véritablement un problème politique. Pour le respect de la vie privée, pour les droits de l'homme, la lutte contre le crime, le chiffrement des données est l'un de nos meilleurs outils. C'est une chose sur laquelle nous devons vraiment insister.